Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Deuxième épisode de ce podcast. Parlons bise. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, infirmier, investisseur immobilier, marchand de biens, investisseur, tout court, papa, footballeur, boxeur. J'en passe et des meilleurs. Deuxième podcast. Je tenais vraiment beaucoup à remercier toutes les personnes qui sont venues me parler sur Instagram, l'investisseur boxeur, en privé sur Messenger, pour me féliciter déjà du passage à l'action et en même temps me dire que le podcast était cool. Donc je suis très content. J'étais très ému. C'est la première fois, donc voilà, tu es toujours content qu'il y ait un retour. Donc je remercie aussi Olivier Vieron, pardon si j'écorche ton nom, et Vivital qui ont pris le temps de mettre un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire monter le podcast. Donc si ça vous plaît, mettez un petit commentaire, mettez un petit 5 étoiles, comme ça mon podcast va être placé un peu plus haut au niveau des podcasts d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset, de comment gagner plus de fric, toujours, comment évoluer professionnellement, kiffer sa life, kiffer sa famille, faire en sorte de s'épanouir. Aujourd'hui, dans le premier podcast, j'avais dit que je vous parlerais d'un investissement que j'ai fait et je voulais attendre que la vente soit faite. Donc aujourd'hui, on est vendredi 17 février 2023. La vente a été faite lundi, sans ma présence. J'ai clairement donné mandat, donné procuration à la clerc de notaire qui s'avère être ma cousine. Big up à toi Tiffany si tu m'écoutes. Pour la vente d'une place de parking dans un garage souterrain fermé. Donc le petit garage qui va bien, un petit bip pour ouvrir la porte électrique, et puis il doit y avoir une 50aine de places de parking. Alors pour refaire l'histoire, en 2016, je faisais ma veille de recherche comme d'habitude, je scrollais le Bon Coin. Donc moi en fait ce que je fais au niveau du Bon Coin, je me fais des dossiers. Je me fais un dossier, j'ai un dossier Studio Strasbourg, j'ai un dossier T3 Strasbourg, T3 Nancy, T3 Metz, Studio Nancy, Studio Sarrebourg. Et en fait, ça me permet du coup vu que je fais ma routine de recherche 3 fois par jour, ça me permet de voir ce qui rentre rapidement et de pouvoir téléphoner rapidement si c'est quelque chose que j'estime sentir bon dès le départ. Donc j'ai aussi un sous-dossier place de parking. Donc là, en 2016, je vois place de parking 1400 €. Donc vraiment une place de parking dans un parking souterrain sécurisé. Dans un secteur que je connais, dont ma grand-mère a un appartement avec une place de parking dans ce souterrain-là. Donc je l'appelle, je dis ça se loue combien ? Elle me dit allez Mickey. Alors les vieux c'est toujours vaut mieux pas louer cher, comme ça tu garderas ton locataire longtemps. Alors moi je vous le dis tout de suite, vaut mieux faire de la qualité, louer très cher et garder son locataire longtemps. Mais à partir du moment où tu fais de la qualité, où tu es réactif quand on t'appelle, le locataire il part pas. Donc elle me dit 30 €, maximum 30 €, 25 € ou 25 €. Je vois l'appartement, 1400 €, j'appelle, c'est vraiment dans la journée. J'appelle, je tombe sur un monsieur, je lui dis ça m'intéresserait de visiter votre place de parking. Donc un mec de 3-4 ans de plus que moi, donc on visite, il me dit c'est mon grand-père quand ils ont construit tous les immeubles et le parking souterrain qui a acheté ça pour moi, pour mon frère et moi. Je dis votre frère il en a aussi, lequel ? Je suis à côté. Ok. Et votre frère il fait quoi ? Donc voilà, toujours l'importance de poser des questions, de s'intéresser aux gens. Votre frère il fait quoi ? Mon frère il vit en Suisse, il travaille en Suisse et tout. Donc je dis mais en fait vous en faites rien tous les deux de ces places de parking. Il me dit non, c'est pour ça que je veux le vendre. C'est parce que c'est Foncia qui gère. J'ai des charges de copro, je paye la taxe foncière. Et derrière ça m'apporte rien. Je dis vous voulez pas le louer ? Non, j'ai pas le temps de m'en occuper. Ok. Donc je dis
je lui demande à combien coûte la taxe foncière et à combien coûtent les charges de copro. Je crois que les charges de copro n'étaient à 5 euros par mois. Et la taxe foncière, si je la mensualise, je crois que c'était aussi 5 euros par mois. Donc, je dis ok, je vais voir ma notaire. Je dis place de parking, 1400 euros, c'est combien les frais de notaire? Elle me dit 600 euros parce que c'était un forfait, blablabli, blablabla. Je dis ok, j'achète une place de parking 1400 euros et je paye 600 euros de frais de notaire, ça m'embête un peu. Je rappelle le mec, je dis écoutez, moi votre place de parking 1400 euros, je négocie pas le prix parce que vous êtes correct. Par contre, j'en ai pour 600 euros de frais de notaire. Je dis c'est presque la moitié de la place de parking. Je dis vous voulez pas me donner le numéro de téléphone de votre frère ou alors demander à votre frère s'il n'est pas intéressé pour vendre aussi sa place de parking qui est à côté de la mienne pour que je mutualise au moins ces 600 euros et que j'ai un peu moins de frais. Donc il me dit attendez, je vais lui demander, il envoie un SMS, il me donne son numéro de téléphone, je l'appelle, je dis écoutez, j'achète la place de parking 1400 euros à votre frère, je vous propose la même chose, comme ça moi au moins d'un coup j'achète les deux et j'en ai que pour 600 euros de frais de notaire. Il me dit ok. Moi à ce moment-là j'étais en train de rénover une maison de 3 lots et j'avais emprunté 75 000 euros pour les travaux. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette ligne à l'époque, au Crédit Agricole en 2016. Elle pouvait débloquer jusqu'à 8 000 euros de ligne de crédit sur un prêt sans justificatif. Maintenant, c'est fini. Je pense qu'il y a eu trop d'abus. Et donc, j'avais un peu de trésorerie suite à ça. Donc, alors, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai acheté. Quand j'ai eu la date de signature chez le notaire, j'ai commencé à faire des affiches. J'ai mis des affiches au niveau des immeubles autour à 35 euros. Donc j'ai tout de suite eu preneur. J'ai loué. Depuis 2016, je loue. J'ai eu 3-4 sorties. J'ai eu plus de sorties de vacances locatives avec ces places de parking qu'avec ce que j'ai en immobilier résidentiel. Mais bon, c'est le jeu. Donc à chaque fois, en fait, ce qui marchait le mieux, c'était... je mettais une annonce sur le Bon Coin, mais ce qui marchait le mieux, c'était coller des affiches dans les immeubles périphériques autour de cette place de parking, de ce garage. C'est pas un garage, de ce garage souterrain avec cette place de parking. Les mots sont importants. Donc, je loue 35 euros chacun. J'ai pas de crédit lié à ça parce que du coup je l'avais englobé dans le crédit de la rénovation de l'immeuble. Donc 35 euros, acheter 1400 euros pièce. Hein. Et là j'ai une sortie de locataire au 31 janvier 2023 et je me suis dit je vais tester le marché. Quand j'ai suivi, tout au long de ma vie d'investisseur, je continuais à regarder ce qui se louait, ce qui se vendait à ce niveau-là, au niveau des places de parking. Alors, il y en a qui essayaient de le mettre à 55 euros, tu vois, avec l'annonce, elle était là pendant longtemps. Et là, j'ai vu un mec qui essayait de vendre ça à 12 000 euros, exactement dans le même endroit que moi. Bon, l'annonce, elle y est toujours. Hein. Ça fait plus d'1 an, l'annonce, elle y est toujours. J'ai vu quelqu'un qui l'a mis en vente à 2500 euros, mais il n'a pas laissé l'annonce très longtemps, il l'a mis en pause. Donc moi je dis allez vas-y, je balance une annonce, comme j'avais un préavis de sortie, je mets une annonce à 4000 euros. Je me suis dit bon après voilà, je connais mon secteur, je visitais avec des agents immobiliers, à chaque fois que je faisais une visite, je lui disais tu sais les places de parking là, à cet endroit-là, combien tu vendrais ça? En règle générale on était entre 3 et 5000 euros. Donc j'ai dit je mets une annonce à 4000 euros et j'attends de voir. Et en fait j'ai pas eu beaucoup d'appels. J'ai eu 3 appels, 3 messages sur Le Bon Coin et j'ai eu une demande de visite. Un petit jeune qui voulait investir pour la première fois. Je trouve que il a 25 ans, comptable déjà 25 ans, 24 ans, 25 ans, très jeune, vit chez ses parents. Je trouve pour un premier investissement, c'était pas mal. Donc il hésite, après il m'envoie des messages, on voit le jeune qui tâtonne. 2000 euros. Je dis non, moi je lui ai dit non, 2000 euros, non, ça c'est trop. J'ai dit 3008. Et après il me dit 3000. Et je dis écoutez, vous allez avoir pour environ 600 euros de frais de notaire. C'était ce que moi j'avais payé la fois là en 2016. Je vous propose 3400, comme ça fait un compte rond, vous dépenserez 4000 euros. Et puis voilà. Il le voulait absolument vide. Hein. Parce qu'en parallèle de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à mettre des affiches et j'avais potentiellement quelqu'un d'intéressé pour le relouer à 35 euros. Mais le jeune garçon, l'acheteur, il le voulait libre pour pouvoir le louer lui-même. J'ai cru comprendre qu'il espérait 50 euros.
Bah, il peut essayer, hein. Je dis pas qu'il trouvera peut-être, hein, mais lui, il veut le louer 50 euros. Et s'il le loue 50 euros et qu'il l'achète 4000 euros, ça va. Même si tu as des charges de copro de foncière et la taxe foncière, ça va. Pour un début, tu multiplies ça par 15, par 10, t'es pas mal non plus. Donc voilà, 3004, il était OK. Il est revenu visiter, prendre les mesures avec sa maman. On est allé chez le notaire et lundi soir, on a signé à 17h30. Moi, je suis allé signer une procuration et ça s'est fait. Le soir à 19h30, ma cousine m'a envoyé un SMS pour me dire que tout était OK. Donc là, j'attends un petit virement sur le compte de ma SCI. J'avais acheté ça via une SCI à l'IS parce que bien sûr, il y a zéro frais là, rien à déduire. Donc, vaut mieux faire ça à l'IS. Et donc, voilà. Donc, achat 1400. Location 35, revente 3400. C'est vraiment pas quelque chose qui va me rendre riche, clairement. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. Les pourcentages sont pas mal. Après, le gain financier, il n'y a rien. Si tu regardes 35 balles par mois, et même quand tu as déduit foncier à la taxe foncière, c'est pas magique. Par contre, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Pourquoi j'ai voulu absolument faire ce podcast et vous parler de cet investissement-là ? C'est que le processus est important. Et c'est vrai que je disais à ma femme, j'aimerais faire ça, j'aurais voulu faire ça, j'aimerais faire ça maintenant avec 4 zéros derrière, en plus. Et là, on est pas mal. Et là, le gain financier, il est pas mal. Mais ce que je sais, et là où déjà je suis content de moi, je suis fier de moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec 35 euros, avec 1400 euros et 3400 euros. Je sais que je vais pouvoir le faire avec 1 400 000 ou alors avec 140 000 euros et 340 000 euros. C'est qu'une question de processus. C'est qu'une question de mindset, c'est qu'une question d'entraînement, de refaire, de connaître son marché, etc. Je ne vous la refais pas, je ne vous me répète pas. La base, c'est connaître son marché. La base, c'est après, il y a de la relation humaine, il y a de l'entraînement, il y a de la formation, etc. Mais c'est ça la base. Et donc, voilà. Un petit 3400 euros. Donc pourquoi je l'ai vendu aussi Parce que je suis arrivé à un point en 2016, j'étais content de me prendre 35 par-ci, 35 par-là, d'acheter, d'avoir un peu... Ce que je misais aussi, ce que je vous ai pas dit, ce que je misais aussi, comme je connais mon secteur, derrière ce garage sécurisé avec ses places de parking, entre les immeubles qui ont été construits et ce garage, un peu plus loin, vous avez un grand terrain. Sur ce terrain-là, vous avez déjà un promoteur qui a essayé de construire un immeuble. Il a été mis en liquidation, il n'y a que les fondations. Mais moi aussi, je misais sur l'avenir, entre guillemets. Donc j'achetais un bien rentable, mais je misais sur l'avenir en me disant, si maintenant, ils construisent, comme ils avaient prévu de construire en 2010, quelque chose comme ça, eh ben, il y aura 3-4 immeubles de plus, mes places de parking vaudront cher parce que les gens voudront se garer. Parce qu'en règle générale, c'était souvent... des gens qui avaient une deuxième voiture ou qui avaient une belle voiture qui ne voulaient pas laisser dehors ou une décapotable. J'avais une femme qui avait une décapotable pendant 2 ans, donc elle voulait absolument que ta décapotable reste à l'abri. Donc je me suis dit, de mes 35 euros, j'arriverai peut-être un jour à louer ça 50-60 euros et là, ça sera vraiment un jackpot et donc aussi revendre plus cher. Ça se fait pas. Donc il m'en reste un quand même, ça se fera peut-être un jour. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'ai eu le préavis de sortie, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai fait mon chemin depuis 2016, j'ai fait de plus gros argent, et donc ça me fait chier de remettre des annonces, d'aller coller des affiches. Si vous voulez ma valeur ajoutée, mon opportunity cost, c'est pas d'aller coller des affiches et d'aller mettre des annonces sur le bon coin, d'aller rencontrer une personne, d'aller pinailler avec quelqu'un pour 35 balles, en fait. Je préfère utiliser mon temps pour, accessoirement, plutôt 350 000 euros, plutôt que 35 euros. Donc je l'ai mis en vente, j'encaisse, il me restera un deuxième. Si le jour où j'ai une sortie, je le remets aussi en vente. J'essaierai peut-être un peu plus cher,
Peut-être je le vendrai moins cher, mais ce qui est sûr, c'est que j'arriverai toujours à le vendre plus cher que ce que j'ai acheté. Donc c'est ça la base, la plus-value latente du cash flow. Excellente trésorerie, ça s'appelle. Je voulais 35 si je devais faire un calcul. Voilà, genre je prends sous les yeux. À l'époque, il y avait des taux bas, hein. Mais même maintenant, on part sur un taux. Donc je l'avais acheté 1004, 600 euros de frais de notaire. Si on part juste sur 1, ça fait 2000 euros. Genre, tu veux l'acheter maintenant aujourd'hui, 2000 euros, tu vas voir la banque, tu prends un crédit sur 20 ans, tu fais vraiment le truc comme si tu voulais faire un appartement, tu mets un taux à 4, on va dire, parce que là, il se touche en ce moment. Voilà, mensualité, 12 euros par mois. 12 euros par mois, plus 5, ça fait 17, plus 5 encore de taxes foncières, ça fait 22. 22 et tout ça 35. Donc tu as un excellent trésorerie et derrière tu revends ça x2. Donc c'est ça la définition d'un bon investissement. Sauf que voilà, arrivé à mon niveau, c'était un peu gagne petit. Voilà, c'était gagne petit. Le mot est lancé, les amis, c'était gagne petit. Donc je m'en suis séparé. Et surtout aussi, je tiens à le préciser dans ce deuxième podcast, j'ai moins à faire, j'ai encore à faire malheureusement, et mon comptable ne pourra pas à nouveau cette année clôturer le bilan parce qu'on est en attente d'un document de Foncia, mais je m'éloigne de plus en plus de Foncia. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'investisseur boxeur, Foncia est le pire syndic de France. Et Foncia Sarrebourg est le number one des pires syndics Foncia de France. Et je le dis haut et fort, je n'en m'en cache pas, ils sont d'une nullité extrême. Mais d'une nullité, j'ai jamais vu ça. C'est des non-professionnels. Vous avez qu'à vous connecter sur Google et vous tapez Foncia Sarrebourg et vous regardez les commentaires. Voilà, c'était... on dit toujours que je suis une personne clivante. Bah voilà, Foncia Sarrebourg, je vous clive. Vous m'aimez pas, moi non plus je vous aime pas. Et vous êtes surtout nuls. C'est pas que je vous aime pas, vous, personnellement, les gens qui travaillent là-dedans, parce qu'il y en a déjà une, je l'ai insultée. Ça doit être une gentille madame. Mais en fait, elle est nulle. Et ils sont nuls, mais professionnellement nuls. C'est le reflet un peu de la France et de certaines personnes qui travaillent en France, des fonctionnaires, des choses comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je vendrai la deuxième place de parking et après, j'aurai moins à faire sur cette SCI avec Foncia parce que j'ai encore un lot qui est géré par Foncia, mais ça c'est sur notre SCI, elle à l'IR, c'est moins important. Voilà, bref. Donc voilà, petite histoire, j'avais dit que je vous parlerais de ça. Le processus est sympa. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire ? Donc j'essaie de me structurer un peu plus par rapport au premier podcast parce que les retours que j'ai eus, c'est que ça partait un peu de tous les sens. Je parle d'un truc, après je parle d'un autre truc, après je reviens sur le premier truc. Je suis comme ça. Quand je commence à partir dans un sujet, effectivement, des fois on dévie sur un autre. Donc j'ai fait ma petite feuille, j'ai fait ma petite chronologie de ce que j'allais dire pour pas partir en couille de tous les côtés. Oh, premier gros mot, Isis, c'est pour toi. Regarde à combien de minutes on est. Je crois que c'est le premier gros mot du podcast. Ça aussi pareil, hein, les amis. Ça sera un podcast avec des gros mots. C'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, on dit des gros mots. Putain, enculé, fait chier. Voilà. Donc c'est comme ça. Je voulais vous parler du ring. Alors j'ai cru comprendre, moi je le regarde sur YouTube, sur la chaîne de Yann Darwin. Mais je crois que c'est un nouveau podcast carrément qui s'appelle Le Ring, comme un ring de boxe, avec les 4-5 associés de Green Bull. Donc Green Bull, c'est une holding qui détient plusieurs sociétés, dont Green Bull Campus, dont je fais partie, avec Philippe, Nico et Isis, mes collègues. Hein. Donc Green Bull Campus, c'est une société qui forme les personnes qui veulent augmenter leur patrimoine, qui veulent s'éduquer financièrement. Donc vous avez plusieurs formations, énormément de formations. Vous avez des formations sur la bourse, vous avez des formations sur la bourse long terme, sur le trading, vous avez des formations sur l'investissement immobilier à but locatif. Vous avez un accompagnement, l'incubateur pour toutes les personnes qui veulent être marchands de biens. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram ou de regarder dans le lien de la bio de ce podcast, vous avez le lien pour la formation dont je suis coach. Donc j'ai vu, revu et réécouté une bonne quinzaine de fois.
Et donc, vous faites partie d'un groupe privé, Facebook, et nous, on répond à vos questions. Donc, c'est l'Académie des investisseurs rentables. Et donc, voilà, je suis coach avec mes compères. On répond à vos questions en moins de 24 heures et Philippe en moins de 24 secondes. Donc, on en revient au ring. Donc, donc ces associés-là sont 5. J'adore. Franchement, j'ai écouté hier le troisième, en fait, mais c'est le deuxième. Officiellement, c'est le deuxième, mais ils en avaient fait un peu assis à l'arrache autour d'une table. Là, ils en ont fait assis sur les canapes. Et ils échangent, en fait, ils répondent aux questions, clairement, aux questions des auditeurs. Et puis, ils argumentent, ils débattent, cherchez mon mot, ils débattent sur les sujets, sur les questions. Et je trouve ça très, très enrichissant. C'était marrant, là, le deuxième est très, très marrant. Ils avaient de l'eau pétillante, je pense que ça leur a donné un peu de force. Et j'adore. Et j'aimerais débattre avec eux aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses où je suis d'accord avec eux. De toute façon, c'est simple. Moi, je travaille avec eux, et en même temps, je suis actionnaire de la société, de la holding. Ils avaient fait la première levée de fonds, la deuxième levée de fonds, j'ai fait avec eux. J'ai mis de l'argent, 15 000 euros. Et donc, j'espère un jour que ces 15 000 euros vont se transformer en beaucoup d'argent. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un format super sympa. C'est un format je ne connais pas. Enfin, les grands entrepreneurs et grands chefs d'entreprise français, moi, j'en connais pas perso. Je suis content de les connaître. Je connais les 5. Et c'est très enrichissant. Pardon. T'as envie d'être avec eux et en même temps, moi, j'ai mes associés et on se pose aussi comme ça et on avance aussi. On n'est pas à leur niveau, mais on avance aussi. Là, j'ai un projet d'achat-revente d'un immeuble de 3 lots. Derrière, donc, j'ai la revente d'un autre appartement. Donc, j'ai signé le compromis. Le compromis a été signé hier. Putain, le compromis, donc c'est mon notaire qui s'occupe de rédiger le compromis. Achat du jeune, c'est pareil, résidence principale, le mec, achat 145 000 euros, mon notaire lui a demandé 7 500 euros de séquestre. Je trouve ça énorme. Bon, le jeune, il n'a pas moufté. Il a dit ok. Bon, il met 30 000 d'apport dans le projet, donc automatiquement, il les a, les 7 000. Mais moi, à l'inverse, j'aurais refusé. J'ai dit à mon notaire, j'ai dit, ça va dans mon sens, ça me protège moi. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un séquestre, donc c'est le temps que l'acheteur ait le crédit, il verse sur le RIB de l'office notarial un dépôt de garantie, donc là qui est aux alentours de 5%, 145 000 euros, 7 000 et quelques. Et s'il y a un défaut ou quoi que ce soit, s'il n'a pas les... Bon, il y a une clause de financement, bien sûr, mais s'il n'a pas... Il fait pas tout dans les règles de l'art, on peut lui dire qu'on lui garde les sous. En gros, c'est un peu ça. Vulgairement, c'est ça. En grossissant le trait, c'est comme ça. Mais voilà, moi, je suis pas non plus... j'aime faire du business. J'aime négocier fortement les biens. Mais dans le respect de chaque personne et pas pour non plus couler quelqu'un, quoi. Tu vois, si maintenant le jeune, il merde ou quoi que ce soit, je vends cet appartement, je n'ai pas besoin de l'argent. Je vends parce que j'estime que j'ai mis un prix haut. Je l'ai mis à 155, j'ai une offre à 145. Je pense que c'est le moment de m'en séparer parce que c'est aussi un appartement que j'ai en location courte durée. Et je pense que cet argent-là, j'arriverai à mieux, à l'heure actuelle, avec les connaissances que j'ai, avec le réseau que j'ai, je pense que cet argent-là, j'arriverai mieux à le faire fructifier en marchand bien plutôt que de le garder et de me faire chier à je trouve pas la clé, la lumière s'allume pas, mais putain t'as regardé si le disjoncteur il est encore levé ou enfin la télécommande de la télé marche pas. Le Airbnb les amis, ça y est, je pars en couille de nouveau, je commençais sur un truc et je pars sur autre chose, bref on s'en fout. Le Airbnb, sachez les amis que c'est chronophage, mais de fou, chronophage, mais c'est abusé. On est face à des gens. T'as beau leur envoyer un guide d'entrée, mais un jeune de 4 ans saurait comment rentrer dans l'appartement, eux ils t'appellent encore pour te dire qu'ils ne trouvent pas la clé, qu'ils ne savent pas par où rentrer, qu'ils n'arrivent pas à télécharger l'application pour ouvrir la serrure connectée, etc. C'est franchement fatigant. En fait fatigant, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Donc c'était pour revenir à ce que je disais au départ. Je vends cet appartement, j'ai pas besoin de l'argent. Si ce jeune-là n'arrive pas maintenant à...
fait n'importe quoi et puis il n'arrive pas à avoir le crédit, qu'il n'a pas donné au notaire les justificatifs comme quoi il a les refus bancaires, etc., on peut lui garder une somme d'argent. Je verrai le moment venu, je verrai la façon dont la personne réagit en face de moi, mais je me vois mal lui dire je te garde 7 000 euros, quoi. En plus, je crois que c'est même pas légal, il faudrait voir avec le notaire, etc. Mais je dirais, allez, pour le fun, pour que t'apprennes aussi un petit peu, mec, que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut que tu ailles au bout, je te garde 1000 balles et basta, je te rends le reste. Et, parce que moi, en fait, je continue à louer. Clairement, je continue à louer. J'encaisse. En fait, ce que je disais dans une story, et là, je suis content parce que ce podcast, ça va rester sur la durée. C'est aussi le but. Avec cet appartement, donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller regarder le premier épisode où je vous raconte un peu comment je l'ai négocié, comment je l'ai bien acheté. Cet appartement, la définition, c'est soit je gagne, en fait. Quoi qu'il arrive, j'ai 300 balles de crédit, 350 balles de crédit, je loue ça en moyenne entre 1000 et 2000 euros par mois. J'ai en moyenne entre 150 et 300 euros de femme de ménage. Mais voilà, j'ai le reste, charge de copro, je dois avoir du 90 balles, 90-100 euros par mois. Quoi qu'il arrive, j'ai des mois à plus de 1000 euros de cash flow sur cet appartement-là. Donc soit je le vends et j'encaisse beaucoup d'argent et je paye aussi 35 000 euros d'impôt sur la plus-value. Hein. Le bon merci Macron. Soit je continue à louer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de... Tranquille. Je vais pas non plus... le jeune, il a 23 ans, je vais pas non plus le défoncer et lui faire perdre de l'argent parce qu'il a fait des trucs pas dans l'ordre. Mais le jeune a l'air de bien être carré. Il est venu à la visite avec une attestation bancaire. Il est venu avec son papa, son tonton, sa copine. Il est allé retourner prendre les mesures. Je lui vends un appartement de super qualité. J'ai quand même mis plus de 25 000 euros, avec les meubles, 25 000 euros dedans. J'ai refait toute l'électricité, la cuisine, la salle de bain, toute la peinture. Voilà. Il y a une baie vitrée qui commence à être vieillotte. Il y a une copro qui est réactive sans être réactive. Je sais qu'il y aura des frais à mettre dans un avenir proche. L'appartement était neuf. On voit quand même que maintenant, c'est du Airbnb. Ça rentre, ça sort. Il y a les valises, etc. Donc ça commence à vieillir. Donc voilà, je m'en sépare. Et puis on va réinjecter cet argent en compte courant d'associés pour faire du marchand. Il y a plus de stress quand même en marchand. Parce que tu achètes vraiment dans le but de revendre. Là, la chance qu'on a sur le dernier projet, la chance qu'on a, c'est clairement d'avoir une propriétaire qui accepte, une vendeuse qui accepte la clause de commercialisation en étant sous compromis. Donc nous, en fait, ce qu'on fait là, on n'a encore pas signé compromis, on est sous offre contre-signée, mais on fait les démarches. On est en Alsace, donc c'est électricité strasbourgeoise. On fait les démarches au niveau de GRDF parce qu'ils ont mis les 3 compteurs de gaz. Ils ont mis les 3 compteurs de gaz dans le même garage. Donc il va y avoir un garage par appartement et il faut absolument qu'on ait un compteur dans chaque garage. On est obligé de rajouter donc un compteur électrique pour les communs. On a rendez-vous avec le géomètre pour diviser parce qu'il y a un grand terrain. On va quand même regarder si on ne peut pas diviser le terrain et revendre le terrain seul et les appartements sans espace vert. Tant pis, les appartements voudront moins cher, mais c'est un calcul à faire. Est-ce qu'on vend un terrain constructible ? On est sur Saverne, pour les personnes qui connaissent, en Alsace, à 25 minutes de Strasbourg. Donc voilà. Il y a plein de panels, il y a plein de choses à faire, c'est très intéressant. J'ai encore pas pris rendez-vous avec les banquiers. J'attends vraiment d'avoir tous les éléments, d'avoir le compromis, de savoir aussi à peu près où j'en suis au niveau de ma trésorerie. Donc là, je suis aussi sous compromis de revente pour un appartement que j'avais acheté avec un associé à Aix-les-Bains. Les personnes financent cash. Le compromis a été signé des deux parties. Maintenant, il faut attendre la DIA. Il faut attendre que la ville, c'est pas à Aix-les-Bains même, c'est à côté, ça s'appelle Tresserve. Il faut que la ville de Tresserve signe un document comme quoi ils refusent d'acheter à ce prix-là. Et tant que ce document n'est pas signé, on ne peut pas faire la vente. Ils ont 2 mois pour signer. Il y a énormément de communes qui ne signent pas, et donc en fait, le notaire doit attendre les 2 mois. Donc ce que moi je vais faire, et ça c'est un petit clin d'œil à Léo, qui m'avait dit de faire comme ça, Léo Blanchet,
je vais appeler la ville, je vais demander à parler et je l'ai déjà fait, hein. C'est pour ça que je l'ai déjà fait. Donc là, c'est toujours pareil, c'est du relationnel, c'est être sympa. Je vais appeler la ville. Dans les petits villages, c'est généralement le maire ou l'adjoint lié à l'urbanisme. Et je vais demander si c'est possible. Parce que normalement, le notaire leur envoie cette demande de DIA. Donc, il doit l'avoir dans les documents. Là, je laisse encore passer une semaine. Bon, en plus, c'est les vacances scolaires. Donc, je ne vais pas non plus trop les secouer. Ça reste des fonctionnaires, si c'est les salariés qui s'occupent de ça. Et je vais lui demander si c'est possible qu'il me signe ce document et qu'il l'envoie. S'il avait l'intention de ne pas le signer, je vais lui expliquer. En fait, je vais lui dire, s'il vous plaît, monsieur, grâce à vous, on va gagner un mois et demi. Parce que si mon notaire a ces documents, en fait, on peut signer plus tôt. Et si je signe plus tôt, c'est comme ça que je l'amène, en fait. Je dis, si je signe plus tôt, je récupère plus vite mon argent, parce que j'ai mis de l'apport dans le projet. Et si je récupère plus vite mon argent, je peux, en fait, plus rapidement réinjecter cet argent-là dans votre commune. Parce que cet appartement-là, si vous voulez, je peux vous envoyer les photos. Si vous me donnez votre adresse mail, je vous montre l'avant-après. C'est un studio à Tresserve qui était vieillot, qui devait avoir 40 ans et qui est neuf maintenant. Donc je vais pouvoir reproduire le projet avec d'autres appartements dans votre ville et en fait amener à votre ville à avoir un parc immobilier beaucoup plus neuf, beau. Donc par définition plus cher, mais par définition aussi ramener des personnes de meilleure qualité dans votre ville. C'est ce que tout bon maire ou tout bon adjoint ou tout bon personne politique normalement voudrait, c'est qu'il y ait des gens convenables, respectueux et qui donnent envie à d'autres personnes de venir encore et agrandir votre ville. Qui dit agrandir votre ville, payer plus de taxes, qui dit aussi vous rémunérez plus. Voilà, quoi, c'est de la politique, quoi. Et ça dépend en face de qui tu tombes, mais tu peux tomber sur un mec qui en a rien à foutre, clairement. Et comme à l'heure actuelle, j'ai fait 2 fois, et les 2 fois, ça a super bien marché. Donc voilà, faut y aller aussi avec de l'entrain, de l'envie. Oui, allô, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Michael Arsheim. Je vous appelle, il me semble que vous avez reçu une demande de DIA pour donc là, SAS TAC, et le monsieur qui nous l'achète en nom propre. Je voulais voir avec vous si c'était possible que vous me signiez le document et que vous le renvoyiez au notaire. Ça nous ferait gagner un peu de temps parce que mon acheteur achète sous fonds propres et du coup en fait la seule chose qui me manque à mon notaire pour faire la vente, c'est ce document-là signé de votre part et ça nous arrangerait beaucoup et ça nous permettrait justement de récupérer cet argent et de réinvestir dans votre ville. Voilà, un truc comme ça, tu vois, avec de l'engouement et puis voilà quoi. Voilà, j'avais pas du tout prévu de parler de ça. Encore une fois, on part en vrille. Je m'étais plus rien noté. Je sais pas combien de temps on est en live ensemble. Ce que je vais faire aussi pour le prochain épisode qui je pense ne sera pas tourné la semaine prochaine parce que je suis à la maison avec 3 enfants. Et comment dire, pour tourner un podcast, il faut un petit peu de silence. Donc ça va être compliqué avec 3 enfants en vacances qui vont gueuler autour de moi de tous les côtés. Prochain, donc ce sera la semaine d'après. Je vais parler de quoi ? Je sais pas. Je vais mettre une boîte à questions sur Instagram pour justement vous avoir des sujets. Beaucoup de personnes m'ont mis quand même dans les commentaires sont venus me parler sur Instagram et m'ont dit on aimerait avoir ta journée type. On aimerait savoir aussi comment tu arrives à associer l'activité d'infirmier libéral, plus l'activité de marchand de biens, plus l'activité d'investisseur immobilier, plus l'activité de loueur en location courte durée, plus l'activité de papa, plus de la boxe le mardi, mercredi, jeudi, plus du yoga, plus essayer de passer du temps en famille. Donc je vais me structurer et faire ça correctement. Ça sera le sujet d'un autre podcast. Et aussi un autre podcast où je détaillerai ma journée type. Alors, ma journée type varie en fonction de l'activité que je fais. C'est sûr que si je suis infirmier, si c'est une journée où je travaille comme infirmier libéral, je me réveille plus tôt, je me couche plus tard et il y a moins de... Tout est fait sur le téléphone en fait. Quand je suis infirmier libéral, tout est fait sur le téléphone. Je me remets rarement assis au bureau.
Et une journée comme aujourd'hui où donc je réponds aux questions sur le groupe privé, l'Académie des investisseurs rentables, je passe des calls avec, là ce matin j'ai déjà appelé ma banquière, j'ai déjà envoyé un mail à mon avocat, et là je vais sûrement probablement, j'ai eu 6 mails là pendant que ce temps que je tournais, je vais probablement signer le compromis en DocuSign. Ah bah voilà, c'est ça. Derrière j'ai eu quoi? J'ai eu cuisiner là, parce que j'ai une demande de SAV, j'ai un mail du syndic, bref, voilà quoi. Donc on traite les mails. Ça, c'est des choses que je ferais sur le téléphone si maintenant je devais être en tournée. C'est ce qu'on appelle une tournée infirmier libéral. Aujourd'hui, sport, parce que... Ah, ça, je voulais vous parler de ça, j'avais pas noté. Mardi, mercredi et jeudi, je me suis pris 3 jours, 2 nuits et 2 jours et demi à l'hôtel, avec ma femme et ma fille. Donc ma fille a 9 mois, ma femme, et on a laissé les 2 garçons chez les grands-parents. Et en fait, je fais ça régulièrement. Allez, octobre pour mon anniversaire, avant Noël, parce qu'on va en Allemagne. Et j'adore les décorations en Allemagne pour Noël. Je fais ça aussi au mois de mars, février-mars, pour l'anniversaire de ma femme. Et encore une fois en été, donc 4 fois dans l'année. Et en fait, je me pose, et c'est vrai, Yann Darwin dit toujours un entrepreneur, vraiment un entrepreneur déjà avec des salariés, avec vraiment le truc, mais même sans salarié en fait. Si tu es entrepreneur, si tu as des idées de business, si tu veux lancer des nouveaux trucs, franchement, des fois, l'idée, alors je sais pas si c'est l'idée, mais la prise de décision en mode putain je vais le faire, maintenant je vais le faire, elle se fait quand tu coupes comme ça. J'y étais donc juste avant les vacances de Noël, et c'est là que j'ai dit maintenant je fais un podcast. Je m'en branle, je fais un podcast. Je veux que ma voix elle reste, je veux que mes idées elles restent, C'est écouté, là on était il y a sur 250 écoutes, c'est écouté par 250 personnes, ou que c'est écouté, ou que ça soit écouté par 250 000 personnes, je m'en branle. Ce que je sais, c'est que ça restera. Mes vidéos YouTube que j'ai tournées il y a 5 ans, elles y sont toujours. Ça reste, et c'est comme ça. Et donc j'ai pris cette décision-là en forêt noire, au bord de la piscine. Et voilà. J'ai pas pris de décision là les 2 derniers jours. Mais en fait, ça permet aussi de te reposer. Ça permet de lire, pour les personnes qui aiment lire. Moi, ça me permet de me poser, sauna, hammam, de bien manger, de bien boire. Et de couper. De reposer mes bras aussi. Quand tu fais 3 voire 4 entraînements par semaine, à 36 ans, bientôt 37, bah, tu commences à avoir des courbatures, tu commences à avoir des tendinites, des choses comme ça. Donc en fait, je me force aussi à couper. Ce soir, je vais à la salle de sport, donc j'aurais fait qu'une fois du sport dans la semaine. Mais ça me force à couper aussi. Et donc voilà. Après, c'est un coût, bien sûr. C'est un coût. Mais ça permet aussi dans un couple de se retrouver. Alors là, on avait ma fille avec nous. Mais en règle générale, on y va juste à 2. Et ça permet aussi que quand tu rentres, tu charbonnes de nouveau à fond. Et tu te dis, bah voilà, t'as passé 72 heures à 2, rien qu'à 2. Et en fait, après, tu relances de nouveau. Voilà, si t'es plus parti, c'est pas grave. Et donc, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Là, maintenant, prochaine étape, c'est le ski en mois de mars. Et puis voilà, dans un mois. Donc là, c'est cool. Mon genou, pour l'instant, tient. J'ai une attelle, c'est un exosquelette, le truc. Ah bah voilà, ma banquière qui me rappelle. J'ai un exosquelette et ça aide vraiment à pouvoir skier. La banquière me rappelle parce que j'ai investi dans les villas Dubaï via Green Bull, Invest Dubaï. Et j'ai investi sur 2 premiers projets. J'ai voulu investir sur le 3e. Et en fait... au Crédit Agricole, c'est pareil quoi. On n'est encore pas au même level que Foncia, mais au Crédit Agricole, dans la section virement international, ils se sont trompés sur l'IBAN. C'était le 3e virement qu'ils devaient faire à Dubaï. Et le premier s'est trompé aussi, mais on a réussi à rattraper le tir. Là, à l'heure actuelle, ça fait 1 mois et demi qu'ils se sont trompés. Hein.
Ils reconnaissent Crédit Agricole qu'ils se sont trompés, mais j'ai toujours pas reçu de nouveau l'argent sur mon compte bancaire Crédit Agricole, quoi. Putain, on est en 2023, les mecs. T'as l'impression que c'est la croix et la bannière pour faire un virement à Dubaï. Alors bon, ma banquière, il n'y peut rien, ma banquière, parce que c'est pas son service. Donc là, elle a réussi à négocier pour que les prochains, ça soit elle qui le fasse directement. Donc ça, c'est cool. Mais ils ont un service international et Dubaï est considéré au Crédit Agricole, à ce qu'on m'a dit, comme un pays à risque. Ok, d'accord. Je veux bien, mais pays à risque ou pas, c'est quand même un gogolito nouveau qui s'est trompé dans le... Voilà, il s'est pas recopié un IBAN, le mec. Et je sais pas, il peut pas prendre sa souris et faire copier-coller, quoi. Non, il s'est trompé et c'est la deuxième fois sur 3 quand même qu'il le fait. Donc ça m'a fait louper un deal. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, Green Bull achète des villas. Ils se positionnent sur des villas, ils font une levée de fonds. Donc vous participez via une société dont vous allez prendre des parts à l'achat de cette villa. Une fois qu'ils ont suffisamment d'argent pour l'acheter et la rénover, ils l'achètent. Donc ils se positionnent, ils la bloquent en fait. Ensuite, ils la rénovent et ils la revendent et ils vous reversent votre apport plus la plus-value que vous avez faite. Donc moi, on est avec des amis et associés déjà, qui sont associés à moi via d'autres boîtes, on a créé une boîte pour faire ça. Donc on se positionne à chaque fois. On fait un virement tous les mois de 400 €, donc on l'a appelé la SASD, là. Dollar Coach Averaging. Dollar Coach Averaging. Mon anglais, c'est encore pas ça, malgré les cours d'anglais que je prends. Donc en fait, tous les mois, on pose 400 € à 11. Et dès qu'il y a un deal, on peut se positionner. Donc on sait que nous, tous les mois, il y a 400 € qui sortent. Et derrière, c'est généralement le ticket d'entrée, il est à 10 000. Donc voilà, on arrive à se positionner régulièrement, sachant qu'il n'y a pas un deal qui vient tous les mois non plus, quoi. Mais voilà, là je bataille, c'est moi le gérant de la boîte, je bataille avec Crédit Agricole pour justement savoir où cet argent est. Et j'aimerais bien qu'il soit nouveau sur mon compte. Parce que là, il y a une nouvelle villa qui vient de rentrer et j'aimerais me positionner. Parce qu'on a loupé la dernière, bien sûr. Donc voilà. Les joies de la vie entrepreneuriale. Et en fait, c'est une perte de temps, mais totale, quoi. En plus, je commence à m'énerver avec la banquière qui, elle, n'y peut rien du tout. Je lui ai dit ce matin, je lui ai laissé un message, j'ai dit je sais que c'est pas de votre faute, mais là ça commence vraiment à me gonfler. Alors filez-moi le contact de la personne qui s'est loupée, qui n'a pas su recopier un IBAN correctement, que je le défonce. Mais bon, voilà. Voilà, vous connaissez toute ma vie, hein, le téléphone qui sonne, la notaire qui m'envoie un message. Voilà, que dire de plus ? Ah, j'ai un associé à moi qui a écouté le premier podcast, il a dit « Waouh, super ton conseil, je vous invite à toujours avoir plus d'argent. » Bah ouais, mais j'ai dit à mon associé, pour toi c'est peut-être évident, mais pour d'autres c'est peut-être pas évident. Mais oui, je le redis. Hein Théo, je le redis, je vous invite à vraiment avoir le plus d'argent possible et inimaginable. Parce que c'est plus facile. Donc voilà, pour certaines personnes c'est peut-être pas évident. Et pour d'autres c'est peut-être logique. Voilà, je le redis, comme ça dans le doute, vous le savez. Sur ce, je vous mets le lien de l'Académie des investisseurs rentables. Pour les personnes qui souhaitent investir dans Invest Dubai, vous pouvez venir me contacter sur Instagram, c'est là où je réponds le plus. J'ai un petit lien affilié aussi. Pour les personnes qui veulent être marchands de biens, l'incubateur que Green Bull Campus propose aussi. Voilà. Sinon, j'espère bientôt qu'il y ait un peu plus de nouveau de séminaires physiques. Ça me manque un peu de ne pas rencontrer les gens, de ne pas parler à des investisseurs. Donc là, j'aimerais pouvoir me déplacer au printemps et à l'été et à l'automne pour un peu voir du monde. Voilà. Sinon, comme dit les gentlemen investisseurs, foncez en visite, c'est la base en fait. Si tu veux investir dans l'immobilier, il faut arrêter de scroller le bon coin, uniquement de scroller le bon coin. Il faut se déplacer, il faut qu'on voit ta tête, il faut qu'on parle avec toi. Et pour ça, il faut foncer en visite aussi. Ils ont extrêmement raison. Il faut faire du volume. En moyenne 10 visites par semaine. C'est ce qu'il faut quand tu as la dalle au début et que tu commences. Et je vous dis que ça marche. On l'a fait sur la chaîne de YouTube de Yann. Nous, on a passé une semaine à visiter. On faisait que ça toute la journée, du matin au soir. Et en fait, on trouve des biens en off. Et c'est comme ça que ça marche. Sur ces 2 biens-là, on va les commercialiser avant l'été, et ça va être cool aussi. On va pouvoir encaisser et clôturer. Voilà les amis, cette fois-ci je close. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit probablement soit la semaine prochaine au mieux, soit dans 2 semaines. Allez, à plus!